C'est l'unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres. Si vous le faites maintenant, à la radio, vous êtes sur la 89.5 à la télé. Vous nous regardez sur les différents bouquets Canal+ et Stars Times. Merci de nous préférer. Si vous êtes sur notre site d'information, siaminfo.com ou sur notre application mobile Kavi Media, disponible sur Play Store et App Store. Merci de votre fidélité. Au menu de ce matin, le 21 septembre prochain, la Guinée s'apprête à vivre un moment très important de son histoire puisque le peuple est appelé à se prononcer sur le projet de constitution. Après une lecture comparative du projet et de l'avant-projet de constitution, nous poursuivons notre démarche d'éclairage citoyen en vous dévoilant les avantages de cette nouvelle loi fondamentale, une rubrique proposée par notre partenaire ANAIM, Agence nationale d'aménagement et d'infrastructures minières. Dans ce numéro, focus sur l'article 21 du projet qui traite de la question du droit à l'éducation. C'est tout à l'heure. Anzéré Corée et la rumeur persistante sur la présence supposée de rebelles infiltrés dans la ville déguisés en malades mentaux a conduit le parquet à sortir de son silence pour rassurer la population face à l'ampleur de la rumeur. Le substitut de procureur près le TPI de Nzéré Corée a tenu à s'exprimer officiellement. Selon Hadi Diallo, 2 individus jugés suspects ont été interpellés et transférés à Conakry pour des examens approfondis. Il appelle à la retenue et à la sérénité. Mais comment en est-on arrivé là ? Les explications à suivre dans un instant. Ce 29 juillet marque la fin du délai accordé par la CEDEAO au Mali, au Burkina Faso et au Niger pour reconsidérer leur retrait de l'organisation. À ce jour, aucun des 3 États membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, n'a donné signe d'un retour. Pourtant, les négociations se poursuivent difficilement et la rupture semble de plus en plus consommée. Plusieurs questions sont soulevées, notamment une reconfiguration géopolitique de l'Afrique de l'Ouest et comment éviter une polarisation durable entre les États membres restants et ceux qui prennent une voie plus souverainiste. On en parle également dans cette émission. Le scanner à Luanda, la tension est montée d'un cran ce lundi 28 juillet 2025. L'appel à une grève de 3 jours lancé par le syndicat des transporteurs en réaction à une hausse brutale du prix du carburant a rapidement dégénéré. Dans la capitale angolaise, des scènes d'une rare violence ont éclaté. Pillage massif de supermarchés, de restaurants et de commerces de détail. Des quartiers entiers ont été touchés, notamment Kalembe, connu pour abriter une importante communauté ouest-africaine. Plusieurs ressortissants étrangers, en particulier des Guinéens, ont vu leurs biens saccagés et ou incendié. On en parle aussi dans cette émission, le scanner. Et dans la dernière partie, guerre russo-ukrainienne, Donald Trump accentue la pression sur la Russie pour trouver un accord de cessez-le-feu en Ukraine à l'occasion d'une rencontre en Écosse avec le Premier ministre britannique. Le président américain a haussé le ton contre son homologue russe Vladimir Poutine. Il lui aurait donné 10 à 12 jours pour mettre fin au conflit en Ukraine, faute de quoi il envisagerait des sanctions économiques secondaires sur l'achat de produits russes tels que les hydrocarbures. Mais cet ultimatum aura-t-il un impact réel sur la position russe? Analyse à suivre dans la dernière partie de cette émission. Voilà, entre autres sujets à débattre pour ce numéro du scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant vous le faites, vous êtes sur le média du développement et dans votre émission, le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi. Quand il est 9h jusqu'à 10h30, nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure ici avec moi en studio. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Lebam. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. On commence par cette première rubrique, il faut le rappeler, je l'annonçais tantôt, une rubrique proposée par notre partenaire d'ANAIM. Justement, nous parlons de l'article 21 du projet de nouvelle constitution qui garantit à tous les citoyens guinéens le droit à une éducation gratuite, accessible et obligatoire
de l'âge de 5 ans jusqu'à 17 ans. Bien, on va aller en jingle, histoire, ce sont les obligations du partenaire. Désolé, hein, la réalisation musicale qu'on doit aller d'abord en jingle. Jingle pour cette rubrique proposée par notre partenaire d'Anaïm, Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières. Une rubrique dans laquelle nous allons énumérer les avantages de quelques articles, hein, il faut le dire, du projet de nouvelle constitution. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'article 21 du projet de nouvelle constitution. Je ne sais pas si on est avec la réalisation. Laissez-nous évoluer. Allez-y, Diallo. Allons-y, on va aller, on va pas attendre. Alors, continuons. Il couvre également la gratuité de la formation professionnelle, technique et de l'enseignement supérieur dans le public, tout en assurant un budget conséquent pour le secteur. Il faut rappeler que ce sont des explications beaucoup plus détaillées selon l'Agence nationale de l'aménagement des infrastructures minières. Donc, c'est une communication, il faut le rappeler encore une fois. Alors, un droit universel à l'éducation. L'État garantit à toute personne le droit à l'éducation et à la formation. Aucun citoyen n'est exclu de l'accès à l'éducation, ce qui favorise la réduction des inégalités entre les zones urbaines et les zones non urbaines, donc les milieux favorisés et défavorisés. La scolarisation est obligatoire dès l'âge de 5 ans, comme on l'a rappelé, alors jusqu'à l'âge de 17 ans, rappelle l'article. Une disposition qui lutte contre le travail des enfants en fixant un âge minimal de scolarisation qui est de 5 ans. Justement, de 5 ans que nous venons de rappeler. Justement. Alors, l'article, oui, allez-y. L'article, justement, toujours avec l'article, les enfants contre l'exploitation précoce. Il renforce aussi le taux de scolarisation, notamment des filles, souvent déscolarisées disons, l'âge précoce, pour ainsi dire. Donc, plus loin, l'amélioration des chances d'insertion sociale et professionnelle. Toujours avec l'article, gratuité de l'enseignement à tous les niveaux. On parle toujours des avantages. Alors. Justement, des avantages. Gratuité de la formation professionnelle, technique et de l'enseignement supérieur dans le public. C'est un accès élargi à l'enseignement supérieur. Les jeunes, même issus des milieux modestes, peuvent viser des diplômes universitaires. La promotion de la formation technique et professionnelle qui est un levier puissant pour lutter contre le chômage, donc la réduction et l'abandon scolaire dû aux frais très élevés, donc à la pauvreté. Comme avantage toujours, l'allocation budgétaire obligatoire. On en a fait cas au niveau de l'article en question. L'État garantit une allocation budgétaire adéquate au secteur de l'éducation. À travers cet article, le budget de l'éducation devient une priorité nationale avec une meilleure planification des investissements éducatifs, c'est-à-dire écoles, enseignants, manuels, infrastructures. Valorisant de l'éducation civique. Valorisation alors. Valorisation de l'éducation civique. L'État promeut l'éducation civique à tous les âges. Ceci met en avant la meilleure compréhension des droits et devoirs civiques. Accès facile au stage et à l'emploi. Toujours selon l'ANAïM, et nous sommes dans le cadre de l'article 21 du projet de nouvelle constitution qui a bien voulu justement apporter sa compréhension sur les avantages. Nous sommes sur les avantages, donc entendons-nous bien. Accès facile au stage et à l'emploi. Et enfin, l'État crée les conditions d'accès au stage professionnel et les jeunes ne seront plus livrés à eux-mêmes après la formation. Elle l'a déjà rappelé, c'est une rubrique proposée par notre partenaire d'Anaïm, Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières, partenaire avec qui nous allons collaborer, en tout cas pour continuer à collaborer pour élucider notamment les avantages de quelques articles de ce projet de nouvelle constitution. On poursuit cette émission et on parle de cette autre actualité. C'est une folle rumeur qui s'est vite propagée, il faut le rappeler, la présence présumée de rebelles déguisés en malades mentaux en Dzérékoré. Les autorités judiciaires appellent au calme et à la sérénité. Dans une déclaration faite ce lundi 28 juillet 2025, le substitut du procureur a souligné que les deux individus suspectés
ont été arrêtés, interpellés et conduits à Conakry pour des fins d'enquête. Il assure que toutes les mesures ont été prises pour prévenir tout trouble à l'ordre public. Avant tout débat, on écoute Hadi Diallo. Il est substitut du procureur du tribunal de première instance de Nzérékoré. Et derrière, on se retrouve pour le débat. Ce qui se passe, vous allez me permettre tout simplement de vous faire état ou de se communiquer qui le parquet près le tribunal de première instance de Nzérékoré, conformément aux dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale, a l'honneur d'informer la population de Nzérékoré par rapport qu'il a été informé à travers une dénonciation que des individus qualifiés de malades mentaux seraient en réalité des personnes qui sont susceptibles de troubler l'ordre public. Suite à cette inquiétude de trouble à l'ordre public, mon parquet, à travers les forces de défense et de sécurité de mon ressort, a interpellé les personnes susceptibles pour des fins d'enquête. Pour prévenir tout trouble à l'ordre public et la menace à la sécurité publique, le parquet, près le tribunal de première instance de Nzérékoré, a ouvert une enquête et a requis une expertise médicale pour déterminer l'état de santé psychique des suspects dans le souci de rassurer la population de Nzérékoré. Donc nous en appelons la population tout simplement au calme et à la sérénité publique. Tout simplement, c'est pour vous dire que nous avons pris très au sérieux cette information et que toutes les dispositions sont prises aujourd'hui. Les personnes suspectées ont été interpellées et donc notre parquet a requis une expertise médicale. Vous savez qu'on n'a pas de spécialistes ici, donc ils ont été envoyés à Conakry pour des fins d'enquête, pour des fins d'expertise. Et donc nous communiquerons aussi au fur et à mesure pour informer la population de la suite que nous allons donner à cette procédure. Mais pour le moment, que chacun sache qu'il n'y a pas ici de trouble à l'ordre public, qu'il n'y a pas ce qu'on est en train de dire dans cette région et que toutes les dispositions sont prises pour prévenir tout trouble à l'ordre public et maintenir la quiétude sociale. Oui, Mohamed Leba, on a écouté, on a suivi ensemble le substitut du procureur du TPI2, Dixine, qui est ce magistrat qui tente tant bien que mal de rassurer, de Nzérékoré, pardon, ce magistrat de Nzérékoré qui tente de rassurer la population. Le micro, je ne sais pas, c'est l'autre micro qui est activé et non celui de Mohamed. Mais là, on comprend. On va devoir mettre. Allez-y. Voilà, je disais peut-être un petit éclaircissement sur son statut. Pour le moment, il n'est pas substitut, il est le procureur par intérim. C'est le procureur de la République par intérim du tribunal de première instance de Nzérékoré. Vous l'avez rappelé, ce sont des informations quand même qui, font qu'aujourd'hui quand même, on assiste à l'émoi du côté de Nzérékoré parce qu'il faut le rappeler, deux individus ont été interpellés en Nzérékoré, c'est au sud de la Guinée, suite à des rumeurs les accusant d'être des rebelles déguisés en malades mentaux pour, perturber l'ordre public. Le parquet a été saisi, comme le procureur l'a rappelé, Mamadou Hadi Diallo. Le parquet a été saisi de ces différentes informations, notamment des dénonciations publiques. Et finalement, une information judiciaire avait été ouverte, comme il vient de le rappeler. Alors le parquet saisi et quand même aussi s'est servi de l'article 8 du code de procédure pénale suite à une dénonciation publique relayée notamment à travers les réseaux sociaux. Finalement, la procédure judiciaire a été ouverte. Les suspects ont été, selon lui-même, ses explications que nous venons de suivre, ont été transférés à Conakry ici pour une expertise médicale, parce qu'il faut quand même le dire, une expertise médicale psychiatrique, parce qu'en raison de l'absence, il a aussi également rappelé cela lors de ce mini-exposé, de spécialistes, notamment locaux en santé mentale au niveau de Nzérékoré, ce qui relance encore beaucoup la question sur, en tout cas quand même notre système de santé, parce que Nzérékoré, Conakry, Nzérékoré est une grande ville, et comprendre aujourd'hui qu'il n'y a pas de spécialistes, notamment en santé, en santé mentale, c'est un autre cas qu'il faille notamment régler au niveau des
des autorités. De l'autre côté, par rapport à cette folle rumeur concernant ces deux individus qui seraient quand même déguisés notamment en malades mentaux, qui seraient des rebelles, le procureur a insisté sur l'absence actuelle quand même de troubles à l'ordre public. Et pour le moment, il faut dire qu'il n'y a pas de preuves tangibles qui pourraient quand même asseoir notamment la culpabilité de ces deux individus interpellés et aujourd'hui transférés à Conakry pour une expertise médicale. De l'autre côté, bien entendu, il y a le rôle des réseaux sociaux parce que ces informations quand même sont parties notamment de dénonciations sur les réseaux sociaux, notamment sur des individus qui étaient quand même, disons, soupçonnés de s'aimer l'ordre, de s'aimer, disons, de troubler l'ordre public, c'est le verbe que je cherchais, de troubler l'ordre public du côté des Zéro-Corée, de dénonciation en dénonciation. Le parquet, comme il sait bien le faire, s'est saisi du dossier et finalement, il y a eu une interpellation et ces deux individus ont été interpellés et je crois peut-être parce qu'on parle de cas de folie, donc c'est difficile de dire qu'ils ont été entendus, mais aujourd'hui quand même il faut dire que ces individus sont du côté de Conakry ici pour, disons, pour des fins d'expertise notamment médicale par rapport à leur état psychique. De l'autre côté, il y a aujourd'hui notamment des critiques quand même et des doutes qui entourent aujourd'hui cette affaire, notamment parce qu'il y a d'aucuns qui parlent de manipulation politique, des sources même qui suggèrent aujourd'hui ou certains, disons, voilà, il faut le dire quand même que dans la classe, au sein de la classe politique, qui suggèrent quand même qu'il faut prendre ces accusations comme étant, disons, une instrumentalisation notamment récurrente pour ce qui est quand même concernant cette guerre politique et nous sommes à l'approche du scrutin référendaire dans notre pays. Je crois que ces dénonciations, c'est vrai que ça peut être l'aspect purement politique parce que c'est de bonne guerre, il faut le rappeler, mais en ce qui concerne aujourd'hui la sécurité, parce que Zéro-Corée est un point stratégique de notre pays. Et Zéro-Corée a connu beaucoup de choses, notamment quand on parle de troubles, des manifestations meurtrières, et d'autres événements malheureux. Je crois qu'aujourd'hui, le pays, il n'en a pas besoin. Et surtout, du côté des autorités, c'est bien fait quand même que le procureur de la République, après le tribunal de première instance de Zéro-Corée, quand même ait pris les mesures nécessaires pour mettre quand même ces deux personnes hors de l'état de nuire et les transférer à Conakry. Je crois que c'était quand même la chose la plus primordiale quand même à faire en ce moment-là. Et pour des questions même de prudence. De prudence. Et c'est vrai quand même par rapport, jusqu'à date, ils bénéficient quand même de cette présomption d'innocence. Pour le moment, ils sont pris comme étant des malades mentaux. Maintenant, ces expertises médicales psychiques pourraient quand même révéler réellement la réalité par rapport à tout ce dont on les accuse, ces deux individus, quand même, qui seraient, selon ces différentes sources, notamment qui ont amené le parquet à réagir, qui seraient des rebelles déguisés, chose qu'on ne souhaite pas. Mais il faut aujourd'hui, c'est très important de rappeler notamment des précédents qui existent, parce que je l'ai rappelé. J'allais en venir, parce que Zéro-Corée, Gekedou déjà a vécu cela. Ouais. Et on ne souhaiterait pas revivre cela pour la Guinée. Et quelqu'un qui vit dans une zone, quand même, connaît à part entière presque tous les habitants. Évidemment. Et donc, ces dénonciations peuvent être fondées d'une part. Et quand un habitant voit quelque chose d'inhabituel, alerter les autorités. Vous l'avez déjà dit, nous sommes en période pré-élection. Donc, déjà, les élections se préparent parce qu'on a déjà le référendum, on a les législatives peut-être qui viendront, peut-être la présidentielle. Donc, il faudrait être très vigilant. Il y a quelques jours, on prenait un décret pour mettre les drones à l'actif de l'armée. Ouais. Et stratégiquement, on pouvait comprendre, sans rentrer en profondeur, que les habitants, quelques jours après, signalent des cas comme ça. Le parquet, quand même, avait le devoir de saisir
Et le parquet, je crois qu'il a bien fait de s'auto-saisir, il l'a bien fait. Et par rapport à ces précédents-là, il faut aussi rappeler qu'en 2019, il y avait 1000 suspects qui quand même avaient été arrêtés à travers le pays, notamment dans Zéro Corée, sans preuve aussi tangible. Enfin, il faut le dire, c'était des inconnus qui, voilà, à un moment donné, qui étaient pris dans la même situation que nous vivons aujourd'hui avec ces deux individus. Donc, il faut aussi rappeler qu'en mars 2020, il y avait des violences, notamment pour ce référendum, le référendum que nous connaissons très bien pour le double scrutin, et qui avait quand même rallongé le mandat d'Alpha Condé. C'est-à-dire, il faut dire que le référendum, enfin, pour la Constitution qui a donné naissance finalement au 3e mandat. Donc aujourd'hui, Zéro Corée, parce qu'aussi en 2013, il faut le rappeler, il y avait quand même des conflits, notamment intercommunautaires. Zéro Corée a été beaucoup secoué, c'est pourquoi on dit que c'est une zone très sensible. Zéro Corée est un autre point très stratégique parce que c'est presque à la lisière, notamment, il faut dire, à la frontière avec le Libéria, la Côte d'Ivoire. Donc il faut prendre ces informations, pas qu'avec les pincettes, il faut prendre ces informations avec tout le sérieux possible, parce que c'est partie des dénonciations publiques. Et ça ne date pas de ce mois. Il y a au moins 2 mois sur les réseaux que moi je voyais des posts comme ça. Évidemment, et il faut le rappeler parce que c'est les images quand même de ces deux individus, c'est ce qui a permis au parquet de s'auto-saisir de cette affaire et surtout les interpeller. Et également, je crois qu'il y a eu quand même dans ce cas une promptitude du parquet, et finalement, parce que ce que je n'ai pas compris, c'est le silence qui a couvert, disons, cet état de fait, parce que je ne sais pas, peut-être que... De l'interpellation jusqu'au transfert. Jusqu'au transfert, parce que jusque-là, il n'y a pas eu de dénonciation, du moment des dénonciations, vous l'avez rappelé, cela fait plusieurs semaines, pour ne pas dire mois, et jusque-là, attendre à ce moment-là, peut-être pour se prononcer dessus, et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. De l'autre côté, il faut rappeler l'histoire de cette autre partie de la Guinée, par rapport disons, aux soupçons aussi de manipulation concernant, disons, l'angle politique. Il faut pour le moment, je crois, prendre ces informations, et notamment si c'est un jeu pour le parquet, il fallait attendre quand même les résultats de cette expertise demandée du côté de Conakry pour tirer une conclusion. Mais pour ce qui est du cas aujourd'hui, en termes d'analyse, il faut quand même se dire que le parquet a bien joué, ou est en train de très bien jouer son rôle de parquet, parce que quand il s'agit de troubles à l'ordre public, le parquet est quand même, disons, le garant de la tranquillité. De l'autre côté, c'est une autre interpellation, notamment le rôle des forces de sécurité dans notre pays. Parce que... on ne va pas d'abord très loin. Le rôle même des autorités locales. Il ne faut pas aller vers... Après, il y a des conseils de quartier, il y a des présidents qu'on appelle les chefs de quartier, il y a les carrés, il y a les secteurs, il y a les quartiers. Comment cela peut échapper au chef carré, le chef carré qui contrôle une petite zone, le chef secteur, le président du conseil de quartier, c'est-à-dire le chef carré, les sous-préfets, avant d'aller même vers les autorités. Parce qu'après tout, c'est un système qui est là. Bon, mais on ne va pas tout mettre chaque fois sur les autorités. Vous savez pourquoi je le dis? Vous savez pourquoi je le dis? On vient de le rappeler que Zéro Corée, c'est presque, disons, la frontière. Zéro Corée, prenons Zéro Corée dans sa globalité, c'est la frontière. On ne peut pas comprendre, on ne le souhaite pas que ces deux, ceux dont on les accuse, soient quand même, disons, s'avère que ces deux individus soient des rebelles. Comment on peut comprendre qu'avec une telle facilité, qu'ils puissent quand même franchir cette frontière et puis voilà, s'introduire sur le territoire guinéen? Je crois que c'est encore des interrogations quand même qu'il faille... Très légitimes, qu'il faille prendre notamment avec beaucoup plus de sérieux, parce que cela, aujourd'hui, révèle quand même une autre facette de vulnérabilité de notre pays, notamment de nos différentes frontières. Je crois qu'à ce niveau-là, il faut
non seulement des analyses approfondies de la part des autorités, notamment, il faut aussi des décisions qui doivent être prises par rapport à cet état de fait. Pour le moment, de tout compte fait, il y a une expertise qui est en cours, sauf que ça dure jusqu'à présent parce qu'on attend des résultats, et certainement qui seront quand même communiqués publiquement parce que le parquet déjà en a fait une promesse, mais de l'autre côté, sur le système de sécurité, notamment le rôle de nos agents à travers les frontières, il faut encore réquestionner cette situation parce que là, je crois qu'il faut dire que c'est un danger. Entre prudence et inquiétude, il y a justement, en quelques mots, je vais dire tout simplement que ce qui est en train de se passer à Zérekoré, c'est la suite quand même d'une véritable, disons, patrouille qui a été annoncée. Si vous vous rappelez, ça se disait depuis un bon bout de temps qu'il y a eu plusieurs disons, bataillons militaires gendarmes mixtes, donc des unités mixtes qui ont été dirigées vers Zérekoré pour pouvoir opérer ce qu'on appelle de patrouille. Le long des frontières. Le long des frontières surtout. Et je crois que cela a concerné plusieurs sous-préfectures de la région, plusieurs préfectures qui composent la région de Zérekoré, et des informations faisaient état effectivement des soupçons des individus, disons, étrangers, qui seraient justement dans une logique de s'aimer, disons, ou de troubler l'ordre public ou de s'aimer la terreur, tout simplement. Donc, je crois que le procureur est revenu, par intérim, il faut le rappeler, est revenu là-dessus, même s'il n'a pas indiqué un certain nombre d'éléments, mais toujours est-il que l'ordre public aussi était que voilà, ces individus avaient des intentions ou étaient en acquittance avec certains Guinéens qui s'est rétabli donc des Zérekoré. Mais en attendant, puisque premièrement d'abord il faut que cela soit avéré au niveau de ce diagnostic qui va être fait, si ces personnes sont évidemment des malades mentaux ou c'est des personnes qui se déguiseraient à des malades mentaux, en attendant qu'ils puissent s'enraciner certainement et de commettre des actes absolument répréhensibles. Donc d'ici là, on attend de voir la confirmation, mais toujours est-il que les risques existent. Il faut qu'on essaie encore une fois, et je crois que ce sont les appareils étatiques à travers l'armée, la police et la gendarmerie, de veiller sur nos frontières. Au-delà même de ces actes qui se passent au niveau de Zérekoré, nos frontières sont devenues des passoires. Et c'est pourquoi nous avons du mal à lutter contre la drogue couche aujourd'hui. C'est parce que tout simplement, c'est là qui sont chargés en premier de pouvoir veiller de manière rigoureuse sur nos frontières, sont quelquefois complices avérés de ce qui est en train de se passer. Donc je pense qu'il faut revoir carrément le mécanisme de contrôle dans nos frontières, ce qui nous permettra de minimiser les risques et éventuellement protéger les citoyens devant tel cas d'attaque. Et surtout aux citoyens d'être très très vigilants, parce que on se connaît, hein, quand on habite un quartier, un secteur, en tout cas une localité, on se connaît, on sait réellement qui est étranger, qui ne l'est pas. Il faut sans doute être très très vigilant en cette période préélectorale. Très très vigilant, ça y va de notre sécurité. En tout cas, on attend les analyses comme l'a promis le procureur par intérim du côté de Zérekoré. On se tourne vers vous et je me tourne vers vous, Yaya Diallo. On parle de cet autre sujet. Ce 29 juillet 2025 marque une date inoubliable. Inoubliable, vous allez comprendre, dans les relations entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel. C'est en effet la fin du moratoire de 6 mois accordé au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Oui, il faut le rappeler, le processus a débuté en décembre 2024, où la CEDEAO avait, disons, donné un moratoire de 6 mois à l'AES de pouvoir réintégrer l'organisation. Alors, ce moratoire devrait prendre effet à partir du 29 janvier 2025 jusqu'au 29 juillet 2025, ce qui fait 6 mois, jour pour jour. Et pour donner le temps à l'AES de réfléchir sur comment réintégrer l'organisation. Alors, et nous nous rappelons très bien que la CEDEAO aussi avait annoncé en 2024, je crois que depuis ça, enfin l'AES, je vais dire, depuis ça, l'AES n'a pas changé de position. Ils avaient annoncé leur volonté de se retirer définitivement de la CEDEAO et en affichant, disons,
leur volonté aussi de mettre en place l'AES, l'Alliance des États du Sahel, ce qui fut fait, et finalement, et de réfléchir comment est-ce qu'il faut avoir tout ce qu'il faut pour que la Confédération soit une organisation digne de ce nom. Donc il y avait plusieurs priorités aussi que l'AES s'était donné pour pouvoir maintenir cette alliance-là. Alors, entre-temps, vous vous rappelez très bien que ce sommet 2024, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été désigné à cet effet pour pouvoir rencontrer les différents États qui sont concernés, qui composent l'AES aujourd'hui, pour justement rapprocher les positions et épauler Faure Gnassingbé qui était dans ce sens dès le début de cette crise. Donc ça a commencé au Mali, du Mali au Burkina, le Niger. Finalement, pour le cas de Faure, je crois que c'est un échec qui s'est avéré. Les lignes n'ont pas bougé, notamment au Mali. Et bien finalement, on avait désigné officiellement le président Bassirou Diomaye Faye. Enfin, les gens disaient que oui, de par sa position, si vous voulez, d'impartialité, puisque c'est quand même le PASTEF qui l'a porté au pouvoir et nous connaissons le programme du PASTEF en ce qui concerne, ou sa position tout au plus en ce qui concerne le fonctionnement de la CEDEAO. On disait que c'est quelqu'un qui avait une position plus ou moins médiane et qui pouvait bien aller vers ces trois États-là et pourquoi pas vers la CEDEAO pour qu'enfin une discussion franche soit ouverte et que les 4 vérités soient dites pour que les 3 États puissent réintégrer la CEDEAO. Parce que, est-ce que les gens oublient que ce sont des 3 États, même si c'est un État? Quand un État quitte une organisation, c'est une désintégration. C'est un échec. On ne peut pas se permettre justement de faire semblant comme si rien n'était. Alors, il s'agit là de 3 États qui composent aujourd'hui l'Alliance des États du Sahel. Je pense qu'il y a un problème beaucoup plus profond qu'on peut imaginer. C'est vrai qu'on peut se poser plusieurs questions en ce qui concerne le programme initial de ces 3 États-là, puisque ce sont quand même des États qui ont ce qu'on appelle des défis à bien des égards assez différents. Ils ont quelque chose en commun, c'est la menace djihadiste. Nous sommes d'accord, le terrorisme qui gagne du terrain dans le Sahel. Et vous vous rappelez très bien que les raisons qui ont poussé ces 3 États-là, c'était de dire que la CEDEAO n'en faisait pas assez pour la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Et plus loin, la CEDEAO était considérée par ces 3 États comme étant, disons, un allié de la France ou de l'Occident tout court, puisque le Mali quand même disait ouvertement les choses. Il ne s'agit pas de tout l'Occident, mais plutôt de la France en particulier, qui avait justement pris en otage la CEDEAO et qui dirigeait, disons par procuration, cette organisation-là contre des États qui sont légitimement membres donc, de la CEDEAO. Donc pour ces 3 États-là, il s'agissait déjà, disons, une alliance de la CEDEAO, parce qu'il y a certains même qui pensent que la CEDEAO, les États qui composent la CEDEAO sont généralement des États qui sont ou qui ont à leur tête des chefs d'État qui sont quelquefois, disons, manipulés par l'Élysée. Donc c'est la France-Afrique qui continue et que ces 3 États-là disent vouloir sortir carrément dans cette dynamique-là et se lancer dans une nouvelle dynamique de reconquête de la souveraineté. Il ne faut pas l'oublier parce que pour eux, avec tout ce qui s'est passé au niveau du Sahel, du point de vue sécuritaire, du point de vue politique, il y avait une ingérence absolument intolérable et qui devrait justement amener le peuple malien, le peuple nigérien, le peuple burkinabé de se réengager dans le cadre d'une reconquête, disons, de la souveraineté et enfin pouvoir mettre en place les bases fondamentales pour amorcer de nouveaux partenariats avec n'importe quel État dans le pays. Mais il faut le dire, hein, quoi qu'il en soit, quoi qu'on puisse dire, ces 3 pays quand même se sont vus quand même abandonnés par la CEDEAO. Après, on se rappelle, après les différents coups d'État, la CEDEAO a bombardé ces pays de sanctions allant jusqu'à même cristalliser l'économie de certains pays. C'est le cas du côté du Niger, le Burkina, le Mali. Le coup d'État n'a jamais été accepté par la CEDEAO, a vécu une crise sans précédent. On pourrait comprendre, Yaya Diallo, les positions des gens, la position des uns et des autres, mais ce qui reste quand même un défi, c'est que la CEDEAO ne puisse pas en 6 mois, avec Faure Gnassingbé, avec Bassirou Diomaye Faye,
ne puisse pas quand même faire revenir ces autres à la table. On parle de négociations qui continuent, mais sans beaucoup de détails, sans plus de détails. On reste dans le sans des avancées. Sans des avancées, parce que la CEDEAO ne donne pas de détails. Hier, on parlait ici de l'Union africaine qui à 60% est financée par la Chine et l'Europe. Aujourd'hui, la CEDEAO qui a du mal à se financer, où les chefs d'État, où l'organisation est considérée comme une organisation des chefs d'État et non des peuples. Des peuples. Oui. Donc ça devient un véritable fardeau. On a des pays qui se retirent, des pays non des moindres, il faut le dire, le Burkina est pour son côté souverainiste avec le guide Sankara qui a toujours combattu pour l'Afrique, parlé au nom de l'Afrique. Contre l'impérialisme. L'impérialisme qui quitte la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest, on parle économique. Économiquement, est-ce que la CEDEAO a apporté quelque chose, un changement à ces États, un renouveau à l'économie de ces États? On dit gros point d'interrogation. On dira, d'autres diront non, d'autres diront oui avec quelques arguments, mais le non pourra quand même emporter sur le oui vis-à-vis des réalités sur le terrain. Aujourd'hui, on a 3 États qui se retirent, mais 3 États qui sont en transition. C'est là la question, la véritable question. Ouais, il faut être très lucide pour pouvoir analyser ce cas, ces 2 cas, puisque à mon avis, c'est vrai que les raisons qui sont évoquées par ces 3 États peuvent être discutables, tout comme justement la position de la CEDEAO aujourd'hui qui laisse à désirer. Je crois que tout le monde est d'accord qu'elle-même, elle est d'accord et consciente qu'il y a des problèmes. C'est pourquoi on a déjà engagé des réformes internes pouvant permettre à la CEDEAO de reprendre ses ailes. Alors, on verra bien ce qui va se passer. Pas des réformes à la peau de Perlimpinpin, j'espère. On verra bien. Je crois qu'elle apprendra assez de pain. Ces 3 États-là ont été sanctionnés premièrement. D'abord, c'était le Mali et finalement, les autres se sont mis dedans parce qu'ils ont compris qu'individuellement, parce que c'était ça quand même le piège au début. La CEDEAO voulait que les négociations soient par État entre les différents États concernés à l'organisation. Ils ont anticipé pour mettre en place l'AES, pour dire maintenant, nous négocions de bloc à bloc. C'est-à-dire que nous avons une alliance. Vous avez la CEDEAO de l'autre côté, donc si nous allons négocier, on va négocier entre organisation et organisation. C'est ce qui fut fait. Vous vous rappelez, en mai dernier, il y avait quand même un communiqué conjoint qui a été diffusé du côté de Mali, où il y avait le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, celui du Niger et celui du Mali, en compagnie avec le président de la commission de la CEDEAO, Ali Touré. Donc finalement, il y avait eu un communiqué qui a été diffusé, dans lequel communiqué, les 2 parties étaient engagées, à collaborer dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre de l'économie, dans le cadre de la sécurité. Donc bref, c'était quand même, une sorte d'accord qui a été mis en place en attendant que un accord définitif soit obtenu, puisque toutes les parties, pour ainsi dire, étaient peut-être d'accord sur le fait qu'ils arriveront à s'entendre sur un certain nombre de choses, mais à la surprise générale, finalement, c'est l'AES qui décide finalement de se retirer pour ces raisons à elle. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au niveau de la CEDEAO, on a utilisé le bâton, ça n'a pas marché. On a bien voulu utiliser la carotte, cela n'a pas donné. Parce que finalement, vous vous rappelez tout récemment, il y avait même la CEDEAO qui avait accordé un montant qu'on peut considérer dérisoire de $2 millions pour ces 3 États-là, afin qu'ils puissent, maintenir ce qu'on appelle la lutte contre le terrorisme. Donc finalement, pour ces États-là, la CEDEAO, qui est sous tutelle de puissance occidentale, est en train de tout faire aujourd'hui pour étouffer l'effort ou la dynamique qui est déjà enclenchée par ces 3 États qui, il faut le rappeler, continuent de subir les conséquences de ce retrait-là. Parce que tout simplement, vous vous rappelez, au-delà de ces sanctions économiques, l'AES est allé jusqu'à dire qu'il y a certains États de la sous-région qui sont de mèche avec la France et qui sont en train d'intenter, un complot pour déstabiliser ces 3 États-là. Je crois que même le président Assimi Goïta l'a dit et même le président Ibrahim Traoré l'avait rappelé. Et les pays, nous les connaissons, hein, parce qu'ils les ont cités. Justement, alors, enfin, pour l'instant, ce sont des politiques. Ils ont cité ces États-là. Tangiblement, nous n'en avons pas eu d'abord, en attendant que cela soit su.
on peut comprendre que ce sont des stratégies peut-être préventives qui consistent à dire que nous sommes au courant de ce qui se passe. Et on se rappelle aussi de ces agents ivoiriens qui ont été quand même appréhendés au niveau de l'aéroport de Bamako, mais finalement qui ont été très bien traités, qui ont été ramenés parce que tout simplement, ils disaient qu'ils n'étaient pas venus pour pouvoir attenter à la vie de qui que ce soit et que les enquêtes avaient révélé autre chose. Donc nous connaissons toute cette histoire-là. Il en est de même au Burkina Faso, il en est de même aussi au Niger. Donc pour toutes ces raisons-là, le fossé était tellement, disons, profond que finalement c'est le divorce qui est intervenu, et le divorce est intervenu dans un contexte où la CEDEAO elle-même ne sait plus à quel sens se vouer en ce qui concerne la direction à prendre. Les 3 États se sont retirés avec des moyens aussi qui ne sont pas consistants, parce que l'AES avait annoncé de mettre en place ce qu'on appelle une banque de l'Alliance. Elle avait annoncé de mettre en place ce qu'on appelle une monnaie commune. Jusqu'à présent, c'est le franc CFA qui continue, ce qui est un paradoxe. Vous ne pouvez pas accuser une puissance d'être la principale base de tous vos malheurs et que vous continuez d'utiliser la monnaie. La monnaie qui est sponsorisée par ce même État. Donc jusque-là, voilà l'AES aussi qui est dans une contradiction très apparente. De l'autre côté, on avait bien voulu mettre en place une banque, parce que vous savez, la CEDEAO avait une banque, cette banque d'investissement et de développement, où ces 3 États ont contracté des dettes. Donc ce processus, c'est un processus qui va être assez long, parce qu'avant de quitter, il doit pouvoir ça peut prendre plusieurs années. Voilà, justement, plusieurs années. Et nul ne sait, parce que nous connaissons combien de fois les peuples sont imbriqués. Quand vous prenez le peuple malien et le peuple guinéen, peut-être les organisations vont être différentes désormais, mais c'est presque le même peuple. En Côte d'Ivoire, nous en avons assez de Guinéens, il en est de même au Burkina Faso. Donc ça veut dire tout simplement que cela nécessite une réflexion très approfondie, une réflexion responsable de la part de l'AES et de la CEDEAO, pour qu'enfin les égos de quelques individus ne puissent pas quand même empêcher ou impacter tout au plus la vie de tout un peuple, parce que c'est ça, le peuple ouest-africain. Parce que si les négociations ne sont pas, disons, fécondes, ça veut dire tout simplement que ce sont les sanctions qui vont continuer, et bien finalement, les économies vont s'affaisser. Ça va impacter pas que ces États qui composent l'AES, c'est vrai que c'est la cible, mais aussi les autres États, puisque lorsqu'on va essayer d'imposer ce qu'on appelle les droits de douane, avec toutes les tracasseries douanières que nous connaissons à travers nos frontières, et qu'on essaie encore une fois d'imposer d'autres mesures, ça va être très difficile pour, disons, pour les peuples de pouvoir circuler librement et de procéder à l'exercice libre de leur commerce. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'éviter ou de tenir face à cette difficulté économique mondiale. Donc je pense que le divorce est consommé. On n'en a pas voulu arriver à ce niveau-là. Malheureusement, la CEDEAO n'a pas pu honorer ses engagements, puisque la première vocation de la CEDEAO au début, c'était de maintenir cette intégration, de la créer, de la maintenir. Le premier retrait, c'était la Mauritanie, pour des raisons qui sont propres à la Mauritanie, qui sont très discutables. Maintenant, ce sont des États qui sont fondateurs de cette organisation, fondateurs à part entière, il faut le dire, et qui ont décidé, disons, de quitter. Je crois qu'on devrait éviter tout cela. Maintenant, les raisons, c'est que c'est la reconquête de la souveraineté. Est-ce que, parce que c'est la question pour terminer sur le sujet, est-ce que ces États-là, aujourd'hui, la manière dont ils fonctionnent, je vais parler de l'AES, il faut qu'on en parle, est-ce que tout va mieux comme on le prétendait? Non, c'est surtout, ça ne va pas. Ça ne va pas, puisque les projets en cours ont du mal à se réaliser. Ça, c'est le premier élément. C'est le premier élément. Le problème aussi, c'est un problème politique, un problème d'organisation. C'est ce que je dis. Un problème ni monnaie, ni passeport. Ben, on annonçait des passeports. Peut-être que l'émission des passeports a commencé. Ni passeport, ni politique, véritable politique sécuritaire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la promotion de l'état de droit. Nous connaissons les exactions qui se passent dans ces États-là. Et ça, c'est quelque chose quand même... C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, l'autre question est que ces pays qui se retirent sont tous en transition. Sont tous en transition. Et cela doit inquiéter. Sont tous en transition, disons une transition légalisée. Une transition ou des transitions légalisées. Parce qu'aujourd'hui, ils sont tous dans une même dynamique. Tiani qui ne parle plus d'élection. Non, mais déjà, lui, il a 5 ans qui sont renouvelables. C'est acquis. Au niveau du Burkina Faso, 5 ans renouvelables. Au niveau du Mali, 5 ans renouvelables. Ils ont reproduit la même chose. Voilà, donc, il y a eu des élections à leur niveau, et finalement, on a mis ça dans une charte qui a été mise en place. Et bien, finalement, ça continue parce qu'ils vont renouveler ce mandat là autant qu'ils le voudront. Est-ce que le retrait aussi consistait à sortir de toute cette pression qui exigeait ce qu'on appelle le respect des principes démocratiques?
et de l'alternance politique, la question reste posée. Et je pense que ce sont des véritables débats aujourd'hui qui doivent amener les peuples aussi qui composent l'AES là à être beaucoup plus exigeants. On ne peut pas continuer d'indexer l'autre comme étant le problème ou la source de nos malheurs, et sans pour autant que nous-mêmes nous puissions prendre nos responsabilités. Nous connaissons ce qui a prévalu, disons, à l'accession de l'Afrique, de manière générale, à l'indépendance. C'était des fils africains qui avaient décidé de mettre fin, disons, à cette occupation coloniale. Donc, exiger ce qu'on appelle l'indépendance africaine. Finalement, ce qui fut fait, et nous connaissons après le désenchantement. On n'en veut pas au niveau de l'AES. Prenez vos responsabilités, vous l'avez dit. Vous avez raison sur un certain nombre de choses, mais vous n'avez pas raison sur toute la ligne aujourd'hui. Donc, ça veut dire tout simplement que c'est à eux de prendre les responsabilités. On verra bien ce que tout cela va donner dans sous peu. Dans sous peu, Mohamed Leba. Ce que je voulais dire, c'est vrai aujourd'hui, ces États membres quand même de l'AES peuvent être, disons, pris comme étant des brebis galeuses. Il faut quand même le dire. Mais de l'autre côté, dans cette, disons, dans cette situation, la CEDEAO a beaucoup plus à perdre parce qu'aujourd'hui, la CEDEAO, presque en crédibilité, elle en a beaucoup perdu, il faut quand même le dire, parce qu'au-delà de ces trois États aujourd'hui, notamment le Mali, le Burkina, le Niger, qui se sont carrément, disons, retirés, parce que pour moi le divorce est totalement consommé, parce que jusque-là, il n'y a même pas, c'est-à-dire un brin de bruit aujourd'hui par rapport à ce moratoire, notamment qui était quand même accordé, nous sommes le 29 aujourd'hui, donc c'est pratiquement la fin la ligne rouge. La ligne rouge, la fin du moratoire, et vous n'entendez personne, ni les observateurs, ni des acteurs impliqués, notamment côté CEDEAO, côté AES. Ce qu'il faut aujourd'hui craindre, parce que notamment on va beau étant parler de cette coopération, notamment en sécurité, parce que l'AES aujourd'hui quand même qui se retrouve face à, disons, à de nouveaux partenaires, notamment la Russie. De l'autre côté, il faut parler des impacts, notamment symboliques et surtout politiques, parce que il y a cet affaiblissement de la CEDEAO, qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Le départ, disons, de ces trois membres fondateurs porte un coup quand même à la crédibilité de la CEDEAO. Ce qui est encore, c'est-à-dire un autre problème pour la CEDEAO, c'est que si ces trois États membres de l'AES continuent, c'est-à-dire d'avoir les mêmes privilèges que les pays qui sont dans la CEDEAO, c'est que ça va encore pousser d'autres pays à quitter la CEDEAO. Vous ne pouvez pas être en dehors de la CEDEAO et encore bénéficier les mêmes avantages que nous bénéficions, nous qui sommes au sein de cette institution sous-régionale. Je crois que c'est un autre problème à gérer pour la CEDEAO, parce que dans les jours et mois à venir, on saura quand même, sûrement peut-être que d'autres pays pourraient quand même claquer la porte. Ce qui reste clair, ça va être très difficile de recoller les morceaux entre la CEDEAO et ces États de l'AES. Pourquoi ? Parce que la dynamique aujourd'hui amorcée par ces trois États-là ne pourrait pas, c'est-à-dire être cautionnée par la CEDEAO, parce que même si elle voudrait bien le faire, le passé va la rattraper, cette CEDEAO-là, parce que vous allez comprendre en termes de transition, on le rappelait tantôt, notamment cette dynamique concernant la mandature. Au Burkina Faso, c'est les mêmes réalités qu'au Niger et au Mali. Et vous allez comprendre que ce n'est pas pour demain. C'est-à-dire cette rallonge concernant les mandats, notamment au Niger, au Mali, c'est les mandats siamois. Le dire. Si ce sont des pays siamois, c'est des mandats siamois. On a l'impression que ce sont souvent des décisions concertées à l'interne. Un pays commence, l'autre suit, et voilà, finalement, l'autre termine. Donc aujourd'hui, ça va encore être une autre boule très chaude, c'est-à-dire pour la CEDEAO. Pour le moment, il faut dire que, c'est-à-dire le perdant, ça reste cette CEDEAO-là, elle a beaucoup plus perdu
notamment en valeur, parce qu'il y a un adage qui dit, il y a même un chanteur aussi qui le disait, la main qui donne, c'est la main qui dirige. Aujourd'hui, la CEDEAO, qui n'a pas de moyens pour s'autofinancer, tend véritablement la main à d'autres puissances, notamment, il faut quand même le dire clairement, la France. Ça va encore être un autre fardeau. Est-ce que la CEDEAO aujourd'hui peut se débarrasser de ces partenaires-là alors que, disons, sa survie en dépend au profit de ces trois États qui aujourd'hui sont quand même des bébés qu'on est en train de jeter avec, disons, l'eau de bain. Il faut dire qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui pour la CEDEAO, face auxquels problèmes, c'est-à-dire des défis même aussi naissent. Pour le cas des pays de l'AES, il faut dire que le divorce est totalement consommé. En attendant de voir la suite des négociations, pour l'heure, la fin du moratoire s'annonce pour les pays de l'AES. Vous avez quand même suivi les différentes analyses des débatteurs. Nous, on va à la pause. Derrière, on se retrouve et on prendra la direction de l'Angola, où c'était un lundi noir pour de nombreux commerçants guinéens et africains tout court. Ne zappez surtout pas, c'est tout à l'heure après la pub. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Cavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Cavi TV. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au +224 613 00 39 69 ou au +224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique.
Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement. Merci de nous retrouver sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Merci à nos différents partenaires, notamment à notre grand partenaire Mondial Express. Mondial Express, en tout cas, si pour vos besoins de voyage, n'hésitez surtout pas. Merci de nous écouter. Si vous êtes sur la 89.5, pardon, si vous nous prenez en marche dès maintenant, vous êtes dans votre émission, le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure, surtout les sujets à l'ordre du jour. Je vous l'annonçais tantôt à Luanda, dans la capitale angolaise, une grève des chauffeurs de taxi a viré au chaos, affrontement, acte de vandalisme et plusieurs commerces pillés. Le Goa International a révélé que de nombreux magasins appartenant à des étrangers, dont plusieurs Guinéens, ont été directement visés. Certains ont été même incendiés. On en parle avec vous, Mohamed Lebar. Ce qui se passe du côté de l'Angola sort carrément du cadre ordinaire, il faut quand même le préciser. Une manifestation ou des manifestations quand même qui étaient prévues pour être pacifiques et finalement ont pris une autre tournure aujourd'hui et disons hier lundi. Manifestation liée à la hausse des prix, du carburant. Évidemment, on va en venir parce que tout est parti quand même, disons, de cette décision du gouvernement angolais prise le 1er juillet 2025 et une décision quand même qui a notamment disons augmenté le prix du carburant parce que c'était de 300 Kansas à 400, ce qui quand même soit plus de 33%. C'était quand même dans le cadre disons d'une suppression progressive des subventions représentant il faut dire 4% du PIB angolais. Alors suite à cette situation, cette hausse du prix du carburant et finalement les transporteurs ont décidé de gréver, c'est-à-dire d'abord de déclencher une manifestation ou disons 3 jours de manifestation, mais des manifestations qui avaient quand même pour caractère, il faut dire, pacifique au départ. Alors en réaction notamment, ces syndicats de transport ont lancé cette grève dont on parle là et de 3 jours. Alors finalement, c'était à partir du 28 d'ailleurs même, c'était le 28, c'était hier lundi, et cette première journée de manifestation a entraîné notamment une hausse des tarifs de transport et jusqu'à plus de 50%. Tout cela pour amener le gouvernement angolais à revoir notamment sa décision d'augmentation du prix du carburant à la pompe, parce que les transporteurs avaient quand même tous ces arguments pour interpeller le gouvernement pour dire non, que ça ne pouvait pas faire leur affaire et notamment que cela pourrait aussi avoir un autre impact sur notamment les tarifs notamment des transports. Et hier, nous avons assisté à des violences très généralisées. Les manifestations jugées pacifiques au départ ont dégénéré en pillage de magasins et il faut le dire que des supermarchés, des magasins, des boutiques ont été pillés et finalement ce n'était pas prévu. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre-temps? Et c'est aujourd'hui une grosse interrogation qu'il faut quand même faut quand même se faire. Alors la police a utilisé notamment, c'est une méthode quand même couramment très connue en Afrique. Quand il y a manifestation, on fait quand même un recours au gaz lacrymogène et finalement
il y a eu cette répression de la police qui n'a pas tardé quand même à laisser place aux dégâts. Et, les dégâts, notamment, on parlait de pillage des boutiques. Il y a des commerces qui ont été ciblés, des commerçants aujourd'hui qui quand même continuent à essuyer les larmes. Et au moins 2 boutiques guinéennes, il faut le rappeler, vous l'avez aussi également indiqué dans votre introduction, 2 boutiques guinéennes, c'est-à-dire appartenant à des Guinéens ont été cibles notamment d'attaques par des inconnus, parce que pour le moment c'est très difficile de dire qui l'a fait, mais tout porte quand même aujourd'hui à croire, parce qu'à entendre ou à écouter les uns et les autres, notamment même des victimes directement, il s'agit des Angolais, notamment ces personnes qui sont concernées par ces pillages-là. Et ce n'est pas une première, il faut le dire. Nos concitoyens, nos compatriotes souffrent beaucoup du côté de l'Angola. À chaque fois qu'il y a des manifestations, on assiste à des mêmes scènes qui se répètent. Ce n'est pas une première, ce n'est pas une deuxième. Et ces années antérieures, difficilement on voyait l'État guinéen, c'est-à-dire se mettre sur ses chevaux en termes quand même en guise notamment de protestation vis-à-vis de ces différentes violences exercées sur des Guinéens, parce qu'il s'agit des Guinéens, des ressortissants guinéens, et non pas les moindres, parce qu'aujourd'hui les pertes sont quand même estimées à des milliers de dollars américains. Il faut dire que c'est une autre perte, non seulement pour le pays, parce que quand même en termes de devises, parce que on connaissons quand même la participation de la diaspora en termes de développement de notre pays. De l'autre côté, il y a un Guinéen même anonyme que nous avons écouté qui a quand même dit que la communauté guinéenne a eu beaucoup de biens pillés, notamment à Kalembe. Vous l'avez aussi précisé, une localité notamment un quartier de Luanda. Donc pour le moins, il faut dire qu'il n'y a pas eu de blessés ni de morts, mais des biens quand même, notamment les pertes. Moi j'ai vu des vidéos, c'était quand même des vidéos très violentes, hein, il faut le rappeler. Oui, ce qu'il faut déplorer, parce que ce sont des cibles récurrentes. On ne sait pas si on profite de chaque mouvement pour venir s'attaquer au bien de ces Guinéens-là, parce qu'on sait quand même qu'à partir de là, il va être très difficile, notamment parce que même les autorités angolaises s'en foutent pas mal de ces situations, notamment d'autres ressortissants, notamment des Guinéens, parce que ce n'est pas une première. Ces événements s'inscrivent dans une tendance, disons, de violence xénophobe. Il faut le rappeler, et ce n'est pas la seule partie de l'Afrique hostile aux étrangers. En Angola, c'est une réalité qui n'est pas cachée. On est hostile aux étrangers, et à chaque fois il y a des cas de mort qui surviennent. Des derniers cas, ça va être peut-être que des numéros futurs, on va revenir sur des cas peut-être en approfondir également, mais il y a eu beaucoup de cas de pillage même, ou parfois même mort d'hommes sans suivre. Je crois qu'aujourd'hui nous attendons la réaction de Conakry par rapport à ces différents cas-là. Des interpellations devraient quand même surgir durant des personnes qui seraient auteurs quand même de ces pillages-là, parce que les vidéos aujourd'hui existent, à moins qu'on soit quand même de mauvaise foi du côté des autorités angolaises pour ne pas ouvrir des enquêtes, notamment des informations judiciaires, pour situer la responsabilité des uns et des autres dans ces cas de pillage-là. Ce ne sont pas que des Guinéens qui sont concernés par ces pillages-là, mais vu qu'il s'agit aujourd'hui des cas qui nous concernent directement, il faut en parler, et je crois que comme ça a été le cas de la dame du côté du Libéria, il faut aujourd'hui une réaction, notamment de la diplomatie, du chef de la diplomatie guinéenne par rapport à cet autre cas angolais, parce que c'est une récidive de trop. Ça ne devrait plus continuer comme ça. Il faut une interpellation et il faut mettre fin à tout cela. Ouais, des scènes de violence inédites que nous avons vues sur les réseaux sociaux et dans certains journaux qui interpellent
interpelle qui notamment interpelle à tous sur les niveaux. décisions même des chefs d'État africains. 300 kwanza, quand même, c'est quand même minimisable. En francs guinéens, on est autour de 3000 francs guinéens, hein, si je ne me trompe. Le taux d'échange varie. 3000 francs guinéens, c'est... Bon, en Guinée, nous, on parle de 10 000. Ouais, il faut aussi comprendre le niveau de vie des deux pays. Justement, il faut connaître aussi où était l'Angola il y a de cela 10 ans. Ouais. C'est un terrible souvenir pour les Angolais, on peut comprendre aussi. C'est l'amertume d'un passé, voilà, par rapport à un passé très récent. Mais c'est quelque chose quand même qui se passe dans un État où le chef de cet État est le président en exercice de l'Union africaine. Voilà pourquoi on insiste sur ce sujet. Zorenjo, je crois que son nom aussi, pour ne pas écorcher un peu son nom. On va s'arrêter là. Voilà, donc ça aussi. Lorenzo, c'est mieux. C'est mieux. Il faut s'arrêter là. Voilà, c'est Lorenzo. Il ne faut pas faire comme notre confrère sénégalais. Prononcer son nom. C'est Lorenzo. Et non même Lorenzo, c'est Lorenzo. Notre confrère sénégalais qui a bombardé l'anglais. Allez. Avec fois, ça arrive. Hein. Oui, ça arrive. C'est des noms espagnols. Non, c'est portugais. C'est passé Joao ou Joao. Donc c'est Joao. En tout cas, Joao Lorenzo. C'est comme ça. Joao. Comme Joao Félix. Justement. C'est ça, c'est un peu ça. C'est un monsieur quand même qui se montre panafricaniste à bien des égards, qui, il faut le rappeler aussi, a participé à la résolution de la crise dans l'est de la RDC. Donc c'est quand même paradoxal que des citoyens angolais frustrés soient-ils, parce que c'est de là qu'il s'agit, c'est des gens qui manifestent contre quoi? Contre la hausse du prix du carburant, contre la cherté de la vie. Donc, puisqu'ils sont frustrés, ils disent, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer au bien des étrangers, peut-être pour un peu échouer leur larme. Alors, c'est pas cette façon-là qu'il faut quand même réagir. Et ça se passe partout. C'est pas un fait qui est inhérent à l'Angola. Nous avons vu tout récemment ce qui se passe, la violence policière au niveau de Libéria, même ici, au Libéria, la violence policière exercée sur des Guinéens, nous avons vu ça. Nous avons vu... Oui, avec cette dame voilée. Avec cette dame voilée, nous avons vu les marches qui ont suivi. Au Sénégal, ici, vous n'étiez pas au courant de ça. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé avant l'arrivée même du gouvernement Sonko, sous Macky, il y avait aussi ces agissements qui demandaient à des Guinéens de quitter. Oui, justement, des agissements, quelquefois même des gens. L'heure même de la Coupe d'Afrique, la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Oui, avec des propos xénophobes. Ça, c'est un Africain contre un Africain. Et on s'effarouche de ce qui se passe de l'autre côté. Mais on peut dire par là que si en Afrique, nous-mêmes, Africains à tous les niveaux, si on peut se permettre de le faire, mais on peut dire que les autres ont raison sur nous. Malheureusement, on n'a pas pu. C'est pourquoi nous disons cette Union africaine, c'est de façade. On ne peut pas le permettre normalement. En tout cas, si on s'en tenait à la vision des pères fondateurs de l'Union africaine, de l'Organisation de l'Unité africaine, c'était que le peuple africain soit un indivisible, partout là où ils sont. Je crois que c'est ce qu'il devrait se faire. Malheureusement, nous connaissons aussi la criminalité qui gangrène l'Angola. Nous connaissons ce qui se passe en ce qui concerne beaucoup de compatriotes ouest-africains, notamment guinéens, il faut le dire. On comprend bien certains journaux qui ont bien voulu être assez prudents, parce que la majorité de ces ouest-africains, ce sont des Guinéens. C'est ça la vérité. Ce sont des Guinéens. On a suivi la déclaration du Goa International, qui n'a pas mâché ses mots. Ce sont des Guinéens. Alors, qui a fait, premièrement, d'abord l'État angolais? Parce que là, on va beau vouloir dire que oui, la Guinée doit pouvoir agir, oui, mais c'est diplomatiquement. Pour l'instant, ce sont des Guinéens qui sont établis en Angola. C'est la première marche de manœuvre. C'est ce qu'on a. Parce qu'on ne peut pas dire que oui, on va essayer d'appliquer ce qu'on appelle le principe de réciprocité. On a combien d'Angolais ici? Sinon que des entrepreneurs. Alors, donc, c'est pas comme ils en ont chez là-bas. Donc, c'est avec la diplomatie et que le bon sens puisse prévaloir au niveau de l'Angola. C'est surtout ça. Que les Angolais puissent comprendre que ce sont leurs frères guinéens. Et ces Guinéens aussi ne sont pas responsables de ce qui est arrivé à l'Angola. La récession économique, parce que c'est là, tout est parti de là. Parce que nous savons très bien que c'était l'arrière de toute l'Afrique, voire même certains Européens vers l'Angola, parce que quand même c'était un État qui fait beau vivre à l'époque, et finalement cette récession a été préparée, exécutée par certaines puissances qui
dont les intérêts, il faut le rappeler, ont été touchés au niveau de l'Angola, et bien finalement, c'est l'hécatombe financière qu'on a pu créer au niveau de cet État-là. Mais les Angolais ne puissent pas quand même, aller jusqu'à s'attaquer à des Africains qui sont établis là-bas. Certains même sont là depuis 20 ans. Des Guinéens qui sont là-bas 20 ans, 25 ans, 30 depuis ans. Plus de 20 ans. Qui ont leurs enfants là-bas, qui sont bien établis là-bas. Donc prenez ces gens-là comme étant des Angolais, puisque ce sont des gens qui ont construit là-bas, ils sont là-bas et ils participent au développement de l'Angola. Et je pense que éventuellement, le président Jao doit pouvoir à un certain niveau, lui aussi, prendre sa responsabilité, interpeller ses citoyens et à la limite, tous ceux qui iront au-delà de ce qui est établi, puissent répondre devant la justice. Maintenant, qu'ils soient angolais ou d'autres concitoyens africains, parce que nous savons aussi, ce qu'il faut dire, c'est que le banditisme au niveau d'Angola aussi, c'est un banditisme bien organisé, établi même, et quelquefois même encouragé par des étrangers aussi. Oui. Des étrangers aussi, quelquefois d'origine ouest-africaine. Ils sont là-bas, ils sont partis pour chercher de l'argent. Finalement, peut-être l'aventure n'a pas été comme ça productive. Et bien finalement, ce sont des gens qui sont de mèche, avec aussi des délinquants angolais qui sont là-bas et qui ciblent des Ouest-Africains, des Africains. Oui, justement, c'est de là qu'il s'agit. Donc c'est pour autant dire qu'il faut qu'on se ressaisisse à tous les niveaux et que nous comprenions qu'il s'agit de l'Afrique. Ouais. Il s'agit de l'Afrique tout court et nous sommes des Africains. Et ce qui doit être compris par les différents peuples africains. C'est quand même déplorable de parler de cela comme ça, s'attaquer à des biens de nos compatriotes africains. C'est ça aussi l'Afrique, c'est ce voyage entre ces... Et c'est ce qui va beaucoup encore étonner, vous allez voir, parce que ce n'est pas une première que des violences quand même soient exercées sur des Guinéens, sur des étrangers même en général, du côté de l'Angola. C'est que ce qui ne sera même pas encore surprenant, c'est le silence de cathédrale des autorités angolaises par rapport à tout cela. C'est le sport favori. Aujourd'hui, oui, évidemment, ça devient une coutume, disons vraiment rattaché à des mœurs angolaises et on ne se prononce pas, on laisse ça comme ça parce qu'on trouve cela normal et pourtant cela n'est pas normal, c'est condamnable, c'est même haïssable. Aujourd'hui, les vidéos existent. Je crois que si on est encore ou on a une once notamment d'humanisme en nous, et du côté de l'Angola, il faut ouvrir des informations judiciaires, des enquêtes notamment, procéder à des arrestations des personnes notamment qui se retrouvent dans ces différentes vidéos-là, ne serait-ce que pour quand même essuyer ces larmes-là, parce qu'on parle des pertes vraiment très énormes. Et c'est des économies. Et chez nous ici, c'est un autre impact, parce qu'il faut quand même se le dire, c'est vraiment, disons, percutant, inquiétant que cela continue dans un pays, et puis voilà, dont le chef d'État est le président quand même en exercice de la plus grande institution, disons, de toute l'Afrique, du continent, de l'Union. On parle de l'Union africaine. Et il n'y a pas de condamnation. Et derrière, vraiment, je sais quand même qu'on arrive à réagir, mais au-delà même du discours, il faut exiger réellement des informations, de l'ouverture d'une enquête ou des informations judiciaires pour quand même interpeller ces personnes qui sont auteurs de ces différentes violences-là et surtout aussi de ces pillages. Et de ces pillages, en tout cas. Courage à tous nos compatriotes qui ont vécu ces moments de tristesse, il faut le dire, de grosses pertes. On se tourne vers cet autre conflit. Ça, on parle de la guerre de Russie-Ukraine où Donald Trump accentue la pression sur la Russie pour trouver un accord de cessez-le-feu. Je l'annonçais tantôt à l'occasion d'une rencontre en Écosse avec le Premier ministre britannique et le président américain a haussé le ton contre son homologue russe Vladimir Poutine. Il lui aurait donné 10 à 12 jours pour mettre fin au conflit en Ukraine, faute de quoi il envisagerait des sanctions économiques secondaires sur l'achat de produits russes tels que les hydrocarbures. Mais une question taraude l'esprit, est-ce que cet ultimatum aura un impact réel sur la position russe? Yaya Diallo. Oui, l'éternelle question qu'on peut se poser parce que nous sommes quand même dans ces jeux de ping-pong. Depuis très longtemps. Depuis trop longtemps. Je vous dis que c'est une comédie tragique et c'est une tragédie géopolitique qu'on est en train de nous servir. En réalité, tout va bien entre Poutine et Donald Trump. C'est ce que nous avons, ce que nous pouvons comprendre. Maintenant, on est enfin, peut-être je pense que c'est les deux. Les deux jouent à cache-cache. C'est un jeu de cache-cache. C'est de l'enfantillage. Le perdant, c'est l'Ukraine alors.
Le plus grand perdant. Oui, l'Ukraine en premier, mais l'Europe. Merci. C'est pourquoi j'ai dit le plus grand perdant, c'est l'Ukraine. Oui, justement. Vous savez pourquoi on met toujours l'Europe? Parce que l'OTAN. Oui, l'OTAN. Et deuxièmement, l'Ukraine, c'est sur le territoire européen. Oui, c'est ce que j'ai dit, l'OTAN. Et maintenant, quand l'Ukraine est annexée, c'est la sécurité européenne qui est mise en jeu parce que tout simplement, voilà, donc comme l'autre disait ici l'autre fois, la Russie l'annonçait, son premier ennemi dans l'Union européenne, c'est la France. Et nous comprenons ce qui se passe même en Afrique ici, cette guerre géopolitique, cette guerre de positionnement. Ceci dit, on ne peut pas dénombrer combien de fois Donald Trump, puisque c'est lui qui s'empresse à tout bout de champ, chaque échange téléphonique avec son homologue, de dire que, voilà... Son ami, de dire que, voilà, il y a eu des échanges fructueux, et je crois qu'il lui-même, il nourrissait l'espoir que les choses allaient se régler dans sous peu. C'est le même qui sort pour dire que, voilà, donc, les choses n'évoluent pas, il faut des sanctions, premièrement. Deuxièmement, il faut vous rappeler très bien qu'à l'issue d'une rencontre entre lui et Macron et certains chefs d'État, individuellement pris, il était sorti pour dire que désormais, il faut un mois pour justement permettre à la Russie de mettre fin à la guerre. Donc, c'était de manière générale l'OTAN dans son ensemble. Entre-temps, il y a eu ce pourparlers qui ont été initiés du côté de la Turquie. Finalement, les choses n'ont pas évolué, mais il y a eu des échanges de prisonniers. C'est une avancée, il faut le souligner. Entre-temps, c'est le même Donald Trump qui sort pour dire que je constate que les choses n'évoluent pas. Je donne 50 jours à la Russie pour pouvoir mettre fin et créer toutes les conditions pour trouver un cessez-le-feu. Et patatras, c'est lui-même aussi, dans le même mois, qui sort pour nous dire, voilà... Une semaine après. Une semaine juste après. Oui, c'est à mi-juillet. Oui. Une semaine juste après pour nous dire, bon, 50 jours c'est trop, c'est de 10 à 15 jours. Là aussi, il n'est pas précis. 12 jours. 12 jours. Il n'est pas précis dans ce qu'il est en train de dire comme ça. Donc, on parle... Ce qui nous intéresse peut-être, ce sont les annonces, peut-être le contenu de ces annonces, les sanctions secondaires. Surtout. Oui, c'est des sanctions qui sont parce qu'il parle des hydrocarbures. Oui. Et hier, les cours comment je peux dire ça, ont été vus à la hausse au niveau de Wall Street. C'est Wall Street, on dit. En tout cas, les cours sont montés d'un cran. Justement. Et l'Europe a basculé. Parce qu'après l'annonce seulement, les cours du pétrole sont montés. Et là, ce n'est pas bien pour l'Europe, comme tu le disais. Absolument. Elle est perdante à tous les niveaux. Et je pense que l'Europe participe elle-même à son effacement sur l'échiquier politique mondial. Au profit de l'Amérique, de Donald Trump. Et les gens ont alerté, mais je crois que les États européens n'ont pas compris, parce que l'Europe, enfin, Donald Trump est en train d'être présent partout. Et en étant présent partout, il écarte de facto l'Union européenne. Donc c'est lui en premier, c'est lui qui négocie, c'est lui qui fixe les deadlines, c'est lui qui même quelquefois même dicte l'ordre du jour, et bien finalement c'est lui qui supervise les cessez-le-feu. Quelquefois même certains accords sont signés au niveau de la Maison Blanche. Donc vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que le dossier, ce conflit russo-ukrainien aujourd'hui est géré entre les mains de Donald Trump et son ami Poutine, il faut le dire. Et c'est un jeu, vous comprendrez effectivement que c'est un jeu très classique. On fait semblant de s'opposer, ils font semblant de s'opposer entre eux, alors qu'en réalité, chacun cherche à l'autre dans un terrain où voilà, il a ce qu'on appelle toutes les marges de manœuvre pour pouvoir s'installer. Et vous avez vu les déclarations de Donald Trump qui rappellent que lui, qu'il pensait que Poutine voulait avoir une partie de l'Ukraine. Ça veut dire que là, il était d'accord pour que l'Ukraine puisse avoir une partie, la Russie puisse avoir une partie de l'Ukraine, mais pas annexer toute l'Ukraine. Et c'est là où il annonce son désaccord. Et je pense que là, certainement, c'est un avertissement pour les Européens pour dire attention, Donald, sur qui vous comptez pour pouvoir mettre la pression, parce que si ça ne tenait qu'à l'Europe quand même, on aurait terminé avec la Russie. Mais ils ont tout tenté, ça n'a pas marché. Ah bah, finalement, si ces sanctions secondaires-là sont annoncées, ça veut dire que ce sont des sanctions qui vont au-delà même de la Russie, mais tous ceux qui collaboreront avec la Russie. Donc tous ceux qui noueront des partenariats stratégiques, notamment dans les hydrocarbures, se verront aussi concernés par ces sanctions. Donc c'est pourquoi on parle de sanctions secondaires. Pas que la Russie, mais tous ceux qui vont tenter de collaborer avec la Russie, éventuellement dans des secteurs notamment liés à l'achat d'armes et tout ce qui s'ensuit. Éventuellement, Donald Trump l'a annoncé, parce que c'est le réarmement massif qui va être enclenché pour permettre à l'Ukraine disons, de résister face à la Russie. Mais nous considérons que tout cela, ce sont des pertes matérielles, ce sont des pertes en vie humaine qui continuent. Ce qu'il faut signaler, c'est que les gens là ne sont pas d'accord
pour ne pas être toujours d'accord sur l'essentiel. Et sur que ce sont des hommes qui continuent, des personnes qui continuent à mourir au niveau de l'Ukraine. Et je pense que c'est un échec de toute l'humanité aujourd'hui parce que ce sont des gens aujourd'hui qui jouent avec la vie des uns et des autres. On a des inséquelles géopolitiques, malheureusement, et ça se passe comme ça sans qu'un petit doigt ne se lève pour pouvoir justement interpeller la conscience collective de l'humanité. Il s'agit de l'humanité, Abdallah. De l'humanité. Mohamed Leba, en 1 minute, rapidement. Est-ce que vous y croyez? Quoi? Un cessez-le-feu grâce à la pression de Trump. Non, mais ce n'est pas raccourcir l'ultimatum qui pourrait faire fléchir, disons, Poutine par rapport à sa position, notamment vis-à-vis de l'Ukraine. Le plus grand perdant dans toute cette histoire, c'est lui qui continue à croire, disons, aux différentes manœuvres de Donald Trump. C'est Volodymyr Zelensky. Et voilà, et son Ukraine qui continue quand même, disons, à subir les assauts de la Russie et finalement croire que le salut pourrait venir des démarches de Donald Trump déjà qui a presque une prise de position parce que déjà Donald Trump nous le dit à chaque fois, à chacune de ses sorties pour dire non. Poutine c'est mon ami, on a parlé et finalement après il dit non, on va trouver déjà bien avant son retour à la Maison Blanche, il avait dit dès son investiture après tout il va mettre fin à cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et on a vu, ça fait combien de temps maintenant que Donald Trump est de retour à la Maison Blanche. Jusqu'à présent la fumée blanche ne sort pas encore de ces différentes démarches là. Il faut dire que c'est de la comédie, c'est une guerre géopolitique que beaucoup aujourd'hui connaissent, notamment, sauf Volodymyr Zelensky qui continue, parce que même après, disons, le raccourci de cet ultimatum de Donald Trump, Zelensky quand même a salué notamment la détermination de Trump, estimant qu'une position claire peut favoriser une paix véritable grâce à la force, notamment son chef de cabinet aussi également qui a qualifié la menace de sanctions d'éléments clés pour contrer la Russie. Est-ce qu'aujourd'hui ces éléments seraient suffisants pour faire fléchir Poutine vis-à-vis de tout ce que nous connaissons aujourd'hui? Parce qu'au même moment que Donald Trump est en train de raccourcir notamment son ultimatum, au même moment, il y a des bombardements qui continuent du côté de l'Ukraine. Donc ça veut dire que Poutine semble même ne pas écouter aujourd'hui ce que Trump est en train de dire par rapport à ces menaces de sanctions-là. Il faut quand même dire que c'est des paroles à prendre encore une nouvelle fois avec les pincettes. Trump nous sert quand même, disons, une comédie sur un plateau d'or et pour ce conflit, disons même, ou cette guerre, sa fin n'est pas pour demain, ça va encore continuer jusqu'à ce que Poutine quand même finisse avec son appétit. Bien, ce qui est bien compris, c'est la fin de ce numéro. Vous l'avez compris, nous avons fait le tour de l'actualité nationale et internationale avec les débatteurs. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à tous. Merci à Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci aux équipes techniques, à la réalisation. Merci à vous auditeurs et téléspectateurs. On se reprend donc demain. Même heure, même fréquence avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul unique média de développement en République de Guinée. Au revoir. Cette rubrique vous a été offerte par Anaïm Guinée.